journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur la première pour le journal, dont voici le sommaire. Le forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT de la région centrale s'est achevé samedi dernier à Sokodé. Lors de la visite des stands, le chef de l'État a échangé avec les exposants. Retour dans cette édition sur les conseils prodigués aux producteurs. Toujours dans le domaine agricole, des experts météo réunis en atelier la semaine dernière à Lomé ont formulé des recommandations aux paysans avant le début des pluies. Des explications à suivre. Tenter l'aventure à l'étranger coûte que coûte est le rêve de nombreux jeunes et ce malgré les échos négatifs qui nous parviennent. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à l'immigration, parfois au risque de leur vie? Nous leur avons tendu le micro. Et justement, les témoignages d'agression de migrants subsahariens se multiplient en Tunisie. Le point dans ce journal. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le forum des producteurs agricoles du Togo, région centrale, est terminé samedi dernier. Le chef de l'État a visité les stands et conseillé les exposants en marge de ce forum. Odette Pira. Le chef de l'État a visité les stands des produits locaux, notamment les anacardes, les ignames, les dérivés du maïs, du mil, du manioc et du sésame. Quelques producteurs se sont exprimés. Le chef de l'État était à mon niveau. Il m'a demandé qu'est-ce qui m'a motivé à produire l'igname. J'ai dit voyant aussi le prix de l'igname sur le marché et que nous aussi on a été formés par ITRAS surtout pour les semenceaux. C'est ce qui m'a vraiment poussé à me lancer dans la production. Et il a dit quelles sont mes difficultés. Effectivement, on a des difficultés, on a un problème de vente de terrain. Nous avions vraiment nos champs qui sont ravagés par des peuples nomades. Et comme apport de solution, qu'est-ce que je peux aussi donner? J'ai dit, si c'est qu'on pouvait nous aider à ce que nous puissions avoir des bons espaces et également nous aider à sensibiliser ces peuples nomades à ne plus passer par nos champs des ignames. Le chef de l'État a été très attentif. Et il a été très attiré par tout notre projet. Parce que ce que vous voyez là, c'est des œufs. Seulement, on a exposé ce matin. Parce que les conditions n'ont pas été très réunies. Ce matin, on ne pouvait pas amener les produits frais. Ce qui a été plus attiré par le chef de l'État, c'est d'abord la quantité qu'on peut produire. Et c'est parce que nous avons été présents et nous sommes toujours présents sur toute la chaîne de l'aviculture. Vraiment, il a été émerveillé par rapport à notre présentation. Et il a pris notre contact pour nous revenir et nous espérons vraiment qu'il va nous revenir parce que d'abord quand nous avons dit que nous avons mobilisé et sécurisé 4000 hectares, il a tiqué un peu, il s'est encore exclamé 4000 hectares. Donc c'est sur cette surface que nous installons progressivement les jeunes. Le chef de l'État est passé, nous l'avons présenté nos produits. On fait la farine panifiable de l'igname et du manioc pour faire le foufou chaud, les biscuits, le pain et autres. On fait également les fruits séchés, mangue séchée, ananas séché et on produit également la liqueur à base de la mangue. Donc il est passé, il a tellement apprécié, il m'a encouragé et il m'a donné de sages conseils. Odette Pira, de retour du FOPAT à Lomé. Merci à vous, Odette Pira. Pour la réussite des semences, il faut être attentif à la pluviométrie. Février est finissant, bientôt mars, le mois au cours duquel nous aurons certainement les premières pluies. Regroupés en atelier régional à Lomé vendredi dernier, les experts des pays du Golfe de Guinée ont formulé des recommandations à l'endroit des paysans. Quelles sont ces recommandations? Raoul Tetonyaki nous donne des explications. Il ressort de ces assises que c'est une grande saison des pluies attendue en 2023 avec des quantités de précipitations globales moyennes à déficitaires, un démarrage normal, une fin de saison tardive dans la partie ouest et normale dans la partie est. On note également des séquences sèches en début de saison globalement courtes dans la zone. Les cultures à privilégier avec Alassane Agali, expert agrométéorologue au centre régional Agrimet du CIRS basé à Niamey au Niger. Les quantités de pluie qui sont attendues cette année seront pratiquement les mêmes que nous avons l'habitude d'observer dans nos différentes localités. Cette année, les pauses pluviométriques seraient relativement moins courtes que celles que nous avons l'habitude d'observer dans la sous-région. Et ce qui présage également là une bonne répartition des pluies favorable à la croissance des cultures. Pour garantir la productivité, on oriente toujours les paysans à utiliser des variétés à cycle moyen, voire les cycles courts.
Ça, c'est plus prudent. Par exemple, là où vous avez l'habitude de mettre du riz, si on vous dit qu'il y aura beaucoup de séquences sèches assez longues, il fallait changer de culture. Vous pouvez prendre soit le maïs ou le sorgho, parce que le maïs résiste plus que le riz à la sécheresse et le sorgho aussi résiste mieux que le maïs, et ainsi de suite. La rencontre a regroupé les experts météorologiques et hydrauliques du Bénin, Ghana, Guinée, Nigeria, Niger, Libéria, Sierra Leone, Togo, les autorités du bassin de la Volta, du Mono et certains pays de l'Afrique centrale. Raoul Tetoniake. Aujourd'hui, 27 février, est la journée mondiale des organisations non gouvernementales, ONG. Déclarées d'utilité publique, les ONG ont pour but de défendre et de promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine et donc de se dresser face aux injustices, parfois même à leurs risques et périls. Plusieurs ONG sont installées au Togo et à l'occasion de cette journée, Radio Lomé a cherché à voir ce qu'apportent les ONG au développement de notre pays. L'invité de la rédaction est M. Aristide Dienda, directeur exécutif de l'Union des ONG du Togo. Rendez-vous en fin du journal. Le réseau des associations de personnes vivant avec le VIH au Togo, RAS+, a présenté ce matin le rapport 2022 des cas de stigmatisation et de discrimination des PV-VIH documentés au Togo. Le rapport amendé et validé aidera à trouver des stratégies de lutte pour réduire ces goulots d'étranglement afin d'atteindre zéro infection d'ici 2030. Dr Amen Romero, coordonnateur RAS+. Pour pouvoir permettre au pays de sauvegarder les acquis, nous essayons d'accompagner le pays en documentant ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, la problématique qui est là, c'est de lutter contre les inégalités. Et la stigmatisation et la discrimination font partie des inégalités. Parce que si les gens sont quelque part qui n'ont pas l'information, ils vont continuer par stigmatiser et discriminer. Même les personnes vivant avec le VIH, s'ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas toujours faire face à la maladie. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre à tous ceux qui vivent avec le VIH, surtout au Togo, d'être accompagnés, de ne pas laisser sur la touche, parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas, qui les stigmatisent et les discriminent. Suite et fin du dossier sur les gares routières. Dans ce dernier numéro, Milek Agbokou nous relève les gares routières officielles pour tous les passagers, gage de leur sécurité et celle de leurs biens. Au-delà de ce qu'on remarque ça et là aux abords des routes, ce sont des gares routières anarchiques qui ne sécurisent ni le passager ni le conducteur. Les gares routières sont avant tout des structures de stationnement de bus entre deux ou plusieurs lignes de transport en commun. Ce sont des endroits officiellement aménagés pour embarquer et débarquer les passagers. À Lomé, on trouve ces gares routières officielles à la Djon d'Aplaou, au quartier Kodomé, à Gbalepé-Dogan, à Koré-Sewa et à Didogomé. Ces gares méritent d'être plus réaménagées afin de mieux accueillir tous les passagers qui transitent par là. La ville de Lomé devient de plus en plus vaste, d'où la nécessité de penser à leur multiplication dans les quartiers périphériques. Merci à vous, Milek Agbokou. Fin de dossier également sur l'héritage. Pour beaucoup de personnes, l'héritage est lié aux biens matériels. Mais doit-on juste nous en tenir seulement aux biens? Sinon, quel doit être le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser à ses enfants? Les éléments de réponse avec Nabara Nafara Noudar. Le meilleur héritage, c'est de construire, c'est d'avoir un chèque pour les enfants. C'est une maison ou un terrain, ou bien une entreprise, ou bien de l'argent, de ne pas rester dans la misère. Donc c'est l'héritage qu'on doit essayer de nous léguer. Comme ces derniers, beaucoup de personnes pensent à l'argent ou aux biens matériels lorsqu'on parle d'héritage. Pourtant, un héritage n'est pas seulement de l'argent ou des biens, mais il est constitué de la sagesse et de l'éducation, car cette dernière permet d'avoir une meilleure lucidité dans la gestion du patrimoine familial. Des détails avec Novon Kofi, greffier à Lomé. Le meilleur héritage que quelqu'un peut laisser à son enfant, bien à ses enfants, c'est l'éducation que vous donnez à vos enfants. De se prendre eux-mêmes en charge, de faire face aux aléas de la vie. Il faut être d'une bonne moralité et le civisme, parce que vous pouvez laisser toute l'Afrique comme héritage, mais si les enfants n'ont pas reçu cette éducation, ils peuvent dilapider ces biens du jour au lendemain. Autrement, ils pouvaient même s'entretuer
Il y a d'autres, ils ne cherchent même pas à construire pour eux. Ils se battent pour ce que leur père a laissé. Et c'est dommage. Le meilleur héritage, c'est cette bonne éducation qu'on doit assurer à ses enfants. Il est important de léguer comme héritage premier l'éducation, car celle-ci est la clé du succès dans la vie et est essentielle pour permettre à nos enfants de réussir dans le monde qui les entoure. Les biens peuvent finir, mais la bonne éducation, non. Comme le dit Gad Ami, le vrai héritage, c'est l'éducation que nous laissons à nos enfants et qui doit les conduire le long de leur vie. Ce ne sont pas les biens matériels, les terrains, les voitures, ni les milliards. L'éducation, c'est la base. Merci à vous, Nabara Nafaranouda, pour ces précieux conseils. Ils sont de plus en plus engloutis par la Méditerranée, prisonniers ou esclaves dans les pays du Maghreb. Des bandes de passeurs les escroquent et les abandonnent en plein désert ou dans la mer. Les jeunes Africains en général et Togolais en particulier empruntent des voies illégales ou font de l'immigration clandestine. Qu'est-ce qui motive ces jeunes à choisir ces itinéraires clandestins? Radio Lomé a promené son micro. Selon moi, c'est les conditions de vie. Parce qu'au moment où la personne peut-être a appris un métier, mais il n'a pas de débouché, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chantier. Il sort, il est obligé à un moment donné, s'il arrive à trouver une opportunité, il va chercher à aller à l'extérieur pour se chercher. Ce n'est pas bon de quitter le pays, aller à l'extérieur, mais le pays doit savoir pourquoi les jeunes aussi quittent le pays pour aller à l'extérieur. C'est parce que dans le pays, surtout, il y a l'argent au Togo, mais ça ne sort pas. Pour dire la vérité, le pays va mal. Donc c'est pourquoi les jeunes quittent le pays pour aller voir le meilleur ailleurs. Il n'y a pas l'argent dans le pays. On travaille, mais on ne trouve pas assez d'argent pour nourrir la famille. Là-bas, c'est mieux. Il y a nos frères là-bas, donc ils nous disent que là-bas, c'est mieux plus qu'ici. Oh, ce n'est pas notre conscience qu'on quittait l'Afrique. Tout dépend de notre gouverneur, la manière dont il nous conduit au pays. C'est ça qui nous fait que, bon, pour vivre ailleurs, ça serait mieux concernant l'Afrique. Bon, premièrement, c'est la pauvreté. Même si tu as 1 million, tu veux investir au Togo là, tu ne vas rien gagner. Le terre va te tuer, l'impôt va te tuer. C'est-à-dire, le loyer même, ils augmentent. Je vais partir. Là-bas, même si je moisis là-bas, je sais que si je gagne même 10 millions et 10 000 là-bas, convertir ici, là, c'est de l'argent. Tu ne risques de rien à rien. Quoi qu'il en soit, on est mieux que chez soi. Justement, en Tunisie, les témoignages d'agression envers les subsahariens se multiplient dans différentes zones du pays depuis les propos polémiques tenus le 21 février dernier par le président tunisien Kais Saïed sur les masses incontrôlées de migrants venus du sud du continent. Le point de la situation dans le pays avec Abiré Lemon. 33 migrants subsahariens ont été placés en garde à vue à Kasserine, au centre-ouest du pays, pour entrée illégale sur le territoire, et 69 ont été arrêtés durant le week-end pour le même motif, selon la garde nationale tunisienne. À Sfax, à l'est du pays, 4 migrants subsahariens ont été victimes d'agressions à l'arme blanche dans la nuit de samedi. Jusqu'à Tunis, 4 étudiantes ivoiriennes ont été agressées à la sortie de leur foyer universitaire, ainsi qu'une Gabonaise qui sortait de son domicile le samedi. Les associations estudiantines continuent à appeler les étudiants à ne pas sortir de chez eux. Des agressions passées sous silence en Tunisie. Dans les médias tunisiens, rien ne filtre sur ces agressions qui ont eu lieu dans la ville de Sfax. Seules les associations ont relayé les témoignages de 4 victimes qui ont dû être amenées à l'hôpital après des attaques à l'arme blanche dans le quartier de Cité L11 de la ville. Plusieurs représentants locaux sont allés leur porter assistance à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax. Les domiciles de ces personnes, de nationalité guinéenne, ivoirienne, malienne et camerounaise, ont été pillés par leurs agresseurs. Le directeur de l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, Mustapha Abdelkébir, a confirmé dans une publication Facebook que des migrants étaient mis à la porte de leur domicile et leurs biens vandalisés. Ce qui se passe est un crime grave, a-t-il dit, appelant les autorités à assumer leurs responsabilités. Abiré Lemo, les Nigérians sont toujours dans l'attente des résultats des élections tenues samedi dernier. Les dépouillements se sont achevés
achevé hier au soir. Désormais, les résultats doivent être collectés dans tous les bureaux localement et transmis à la commission électorale à Abuja. Cette collecte au niveau national a repris ce matin et il va falloir s'armer de patience avant d'obtenir des résultats clairs. Tout à l'heure à 13h, vous suivrez le magazine des sports avec Yao Kamake. En voici le sommaire. Coupe de la Confédération CAF, Asco de Kara a été battu hier par Pyramide FC d'Égypte, 0-1. Asco prendra sa revanche contre ce club égyptien dans une semaine à Lomé pour le compte de la phase retour. Les clubs de première division ont repris le chemin des pelouses ce week-end après une trêve de quelques semaines. La bonne performance de cette reprise est à mettre à l'actif de Dito Dolomé, dominateur de Unisport de Sokodé, 2-0. Et puis basketball, l'Angola se qualifie pour la Coupe du monde de la discipline suite à sa victoire sur le Cap-Vert samedi dernier. Rendez-vous tout à l'heure à 13h avec Yao Kamake pour les détails. Aujourd'hui, 27 février, est la journée mondiale des organisations non gouvernementales. Plusieurs ONG sont installées au Togo et à l'occasion de la journée, Radio Lomé a cherché à voir ce qu'apportent les ONG au développement de notre pays. L'invité de la rédaction est Monsieur Aristide Djenda, directeur exécutif de l'Union des ONG du Togo. Il est au micro de Geneviève Bognon. Monsieur Aristide Djenda, vous êtes le directeur exécutif de l'Union des ONG du Togo. Qu'est-ce qu'une ONG? Comme son nom l'indique, c'est une organisation non gouvernementale qui ne poursuit pas des intérêts. Donc, une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Toute organisation différente d'un ministère, d'une institution de la République, d'une entreprise, d'une société qui poursuit les intérêts. C'est ça, une organisation non gouvernementale, en abrégé ONG. Alors, quel est son rôle dans un pays? Quel est son rôle dans le pays? C'est beaucoup plus apporter sa contribution, bien sûr, aux côtés du gouvernement, sa contribution au développement économique, au développement social, au développement culturel et les autres aspects du développement, dont les questions des droits humains, des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits des enfants, etc. Si nous voulons parler en termes de contribution, qu'est-ce que les ONG apportent au Togo? Au Togo, leur apport est très énorme, que ce soit dans le domaine de l'eau, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, que ce soit dans le domaine donc des droits de l'homme, que ce soit dans la vie politique de ce pays, parce que les ONG participent aux processus électoraux, notamment tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est suivi électoral. Les ONG le font dans le domaine politique. On se souvient des élections législatives de 2007. Vraiment, les ONG ont joué un rôle très important pour l'enrôlement, pour la participation et tous les autres processus électoraux. On a fait une évaluation des investissements des ONG dans le secteur forestier sur 5 ans, 2011-2017. Et en termes donc de chiffres, on a constaté que les ONG ont investi plus de 6 milliards dans le domaine forestier. J'ai dit bien dans le développement, protection donc des forêts sur 5 ans. En 2022, l'État a pris un décret concernant la réglementation de création, d'installation et de fonctionnement des ONG au Togo. Alors, que comptez-vous faire pour que les ONG respectent cette décision de l'État? C'est là où ça pose problème, parce que là, la loi parle de coopération entre le gouvernement et les ONG. Donc, la coopération suppose que deux entités se mettent ensemble autour des questions de développement, autour des questions de sécurité, autour des questions qui relèvent de la vie de la cité. Donc, quand une partie impose ses lois, on n'est plus dans une logique de coopération. C'est ce que nous avons déploré. Nous pensons vraiment qu'elle ne favorise pas du tout la participation et la contribution des citoyennes et des citoyens. Au contraire, elle comporte beaucoup d'entraves. Donc, nous venons de boucler la relecture du code et nous allons aller vers donc, le gouvernement dans les prochains jours pour faire le lobbying, pour faire le plaidoyer et de sorte que nous puissions vraiment asseoir avec nos partenaires, bien sûr, pour améliorer donc le texte et faire en sorte que vraiment l'environnement soit favorable au travail des ONG. Merci, Monsieur Aristide Djenda. Je vous remercie.
Et pour terminer l'information insolite, il nous en souvient qu'en France, un voisin dérangé par les chants d'un coq a porté plainte pour nuisance sonore et réclamait 5 000 €, soit plus de 3 millions de francs CFA ou la mort du coq. Eh bien, la justice a tranché la semaine dernière. La plainte du voisin a été rejetée au grand soulagement des propriétaires du coq. Il faut rappeler que pour sauver leur animal, leur propriétaire avait lancé une pétition intitulée « Il faut sauver Saturnin ». Elle a rencontré un grand succès. Madame, Messieurs, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg